Donc ici, nous voilà donc Airparif. Airparif, c'est une association à but non lucratif, donc type loi 1901, en charge de la surveillance de la qualité de l'air en Île-de-France. Donc du coup, on a des stations réparties un peu partout sur le territoire. Et ici, on a accès directement au laboratoire de métrologie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un laboratoire de métrologie? La métrologie, c'est la science de la mesure. Pour le coup, eux, ils ont deux attributions, deux grandes missions. Un, c'est étalonner les gaz. Donc, quand vous avez une station de mesure un peu de ce type, bon, là c'est une espèce de représentation vraiment très imagée, il faut vraiment conceptualiser. Mais bon, imaginons que ça c'est une station de mesure et vous avez des appareils de mesure un peu de ce type dans une station. Chaque appareil de mesure, c'est un peu comme une balance, il a besoin d'être taré, donc d'être étalonné, savoir quel est le min, quel est le max, pour pas que l'appareil dérive et donne des mesures fausses. Donc pour l'étalonner, donc nous après quand on achète des bouteilles de gaz à un fournisseur, on fait une comparaison mesure-mesure et donc du coup ça nous permet d'établir une concentration précise dans une bouteille, ce qui après va nous permettre d'étalonner les machines sur place, de dire bon bah je t'injecte un gaz avec une concentration disons de 380x, donc il faut que la machine elle puisse lire 380x. Que ça soit en fait, et donc ça permet d'étalonner les appareils. Donc ça c'est la première mission de ce laboratoire. Donc nous sommes un laboratoire de niveau 2 et donc on a des laboratoires de niveau 3 qui sont raccordés à nous, qui viennent chercher les talons pour eux aussi après pouvoir étalonner leurs machines, etc. Deuxième mission, c'est tous ces appareils de mesure. Donc il y a un appareil de mesure par polluant. Il y a plusieurs polluants, il y a une quinzaine de polluants qui sont surveillés qui sont réglementés dans l'air. Et donc, pour chaque polluant, il y a un appareil de mesure. Et ces appareils de mesure, vu qu'il y a une soixantaine de stations réparties sur le territoire, il faut tous les ans faire un contrôle qualité, savoir donc complètement vider la machine et voir justement s'il n'y a pas des pièces qui sont défectueuses, pourquoi en fait il y a des dérives aussi dans la mesure. Si on voit que l'appareil, toutes les semaines, il y a une dérive qui s'installe et toutes les semaines, on est obligé de corriger pour éviter. On se dit cet appareil-là, il a un souci, donc il part en atelier et il a une vérification complète. Donc voilà, ça c'est aussi leur deuxième mission, c'est de faire tout ce qui est vérification annuelle du matériel. Donc c'est d'un point de vue assurance qualité, puisque en fait toutes les mesures que l'on réalise peuvent avoir une incidence, notamment via un dispositif d'alerte, en lien avec la préfecture, etc. Donc il faut qu'on soit sûr que ce que l'on mesure soit correct et pas discutable. Donc ça c'est ce que vous voyez au travers, donc avec mes petits collègues. Et puis en fait, en dessous, alors là on ne le voit pas, mais c'est le laboratoire de chimie. En dessous on ne voit pas, il y a un laboratoire de chimie. Ce laboratoire de chimie sert, alors soit on a des polluants qui ne peuvent pas être directement mesurés de façon automatique par un appareil. Et donc du coup il y a un traitement, une analyse en laboratoire qui doit être fait a posteriori. Ou soit en fait c'est pour mettre deux mesures sur un même niveau. On va avoir par exemple une mesure qui est faite du dioxyde d'azote en temps réel, en automatique sur une machine, qu'on va mettre en parallèle avec une mesure qui est faite, une analyse en laboratoire. Comme ça, on a deux façons de mesurer, ce qui permet en fait de voir si justement la mesure est correcte pour pouvoir avoir des éléments de comparaison. Donc voilà, ça c'est les deux laboratoires qui sont ici à Airparif. Et puis après, c'est surtout des gros serveurs informatiques sur lesquels toutes les données arrivent. Et après, vous avez ici, donc du coup, mon collègue qui est en train de travailler. Donc toutes les données arrivent sur les serveurs. On a un technicien qui va faire d'abord un premier check des mesures, qui va dire, là, cette mesure, l'appareil, il est parti, ou soit, donc il va valider en fait les mesures qui sont enregistrées. Et après, tout ça va rentrer dans un modèle de calcul, va être mouliné et va permettre de faire une carte quotidienne de qualité de l'air. Donc pour le moment, il n'a pas, mon collègue qui est là, n'a pas encore fait la mise à jour pour aujourd'hui. Vous voyez, j'ai encore la carte de demain. Voici. Demain, probablement. Alors comment on fait rafraîchir F5 F5. Et voilà, mardi. Et comment tu fais un grand écran? Je bascule la carte sur l'autre écran. Là? Oui. Ouais.
Bon, je laisse comme ça. Ouais. On verra ça plus tard. Sinon, bon voilà, ça c'est la mise à jour qu'il a faite aujourd'hui, donc la qualité de l'air, la carte qui a été modélisée. Donc il y a toutes les données qui sont enregistrées sur la région, les données d'émissions qui sont répertoriées, donc avec toutes les émissions polluantes, les émissions liées au trafic, les émissions liées à l'industrie, les émissions liées au chauffage. Ajouter à quoi les conditions météorologiques sont intégrées aussi dans ce modèle de calcul, une espèce de grosse moulinette informatique. Et là, vous avez donc l'ingénieur prévisionniste qui, au vu de toutes les informations qu'il a à sa disposition, donc les conditions météo, la hauteur de couche de mélange, dans quel volume la pollution se mélange, quelle est l'arrivée des vents, etc. En fonction de ça, il va faire une prévision des niveaux qu'on va avoir sur la journée et pour le lendemain. Ce qui va, en fait, si on prévoit des niveaux trop élevés pour le lendemain, c'est là que ça va enclencher tout ce qui est processus d'arrêté en lien avec la préfecture. Mais ça, c'est plus de notre ressort. Nous, on informe les autorités. Demain, épisode de pollution. Et on informe aussi la population et les médias. Là, ça arrête notre travail. Mais après, peut-être que l'ordinateur, il a fini de travailler. Et puis, quand la lumière sortira de sa fonction, alors là, c'est un petit peu tout ce qu'on va survoler, la pollution. Si vous voulez, je peux vous donner la présentation aussi à l'issue. Si vous avez une clé, je peux la mettre, je pourrais vous la copier. Donc, qu'est-ce que c'est que la pollution atmosphérique? Le cadre, parce qu'il y a un cadre réglementaire, hein, malgré tout, même si on est une association. Les outils de mesure et l'évolution de la pollution et un petit retour sur les épisodes de pollution. La pollution atmosphérique et ses effets pour commencer. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'air pur n'existe pas. L'air, en fait, c'est un mélange de différents gaz déjà à la base. C'est pas tant d'oxygène que ça, c'est beaucoup d'azote aussi, et malheureusement un pourcentage plus ou moins grand de polluants et de gaz impactants. Donc quelles sont les sources? C'est toute notre problématique, c'est qu'en fait on a des sources diverses et variées à des échelles bien différentes. On a déjà une échelle régionale, on est impacté par toute la région et voire même l'échelle nationale et l'échelle européenne aussi qui nous impactent. Mais vous avez aussi une échelle beaucoup plus locale avec le trafic que vous avez à côté de chez vous, même la façon dont vous vivez chez vous, la façon dont vous jardinez, la façon dont vous bricolez. Et puis après, vous avez aussi tout ce qui est donc émis globalement, localement, entre les industries, l'agriculture, les trafics aériens, etc. En gros, il y a vraiment toute une problématique vaste à différentes échelles. Et vous avez aussi là des transformations chimiques qui peuvent se faire secondairement dans l'atmosphère, donc du coup ça a créé aussi des impacts différents. Mais on va revenir un peu tout ça. Il y a une grande confusion qui est souvent faite entre ce que l'on émet, donc les émissions, et ce que l'on respire, les concentrations. Les autorités, elles, vont agir sur ce que l'on émet, c'est-à-dire elles vont limiter le taux d'émission d'une industrie, elles vont limiter le taux d'émission d'une voiture, donc elles vont vraiment agir sur de l'émission. Là, c'est vraiment ce sur le quoi on peut agir. Par contre, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que l'on respire. À quoi sommes-nous exposés? Qu'est-ce qu'on respire tous les jours? Et ce n'est pas toujours en lien directement. Il y a une grande partie, il y a des impacts météo qui vont pouvoir jouer. Donc vous pouvez très bien, par exemple la pluie lessive l'atmosphère. Donc quand il pleut, aller courir, la qualité de l'air généralement est assez bonne. Le vent disperse les polluants, ça a un impact assez fort. Par contre, si vous avez des phénomènes avec un ciel très bas, où du coup vous avez la pollution va se mélanger dans un volume faible au lieu de se mélanger dans un grand volume, ça va impacter. C'est un effet météo-physique qui va impacter la pollution. De ce fait, vous pouvez très bien émettre un jour beaucoup, mais avoir une qualité de l'air assez bonne, parce que vous avez des conditions météorologiques qui sont favorables, et vous pouvez un autre jour émettre peu, mais avoir une qualité de l'air très mauvaise, donc ce que vous respirez c'est mauvais, parce que vous avez des conditions météorologiques qui sont défavorables. Donc il faut faire attention, et c'est vrai que même en émettant peu,
Ce qui va compter, c'est vraiment ce que vous respirez tout au long de la journée, tout au long de l'année, quelles que soient les conditions météorologiques. Donc attention entre concentration et émission. Les effets de la météo, donc ce que je vous disais, hein, dispersion, accumulation. Il y a le soleil aussi. Souvent on nous dit quand il fait beau c'est pollué. En fait le problème c'est que quand il fait beau ça va créer des réactions chimiques secondaires. Les UV vont créer d'autres polluants. C'est pas tellement le soleil ou la chaleur qui sont problématiques, c'est les réactions chimiques secondaires, donc les UV en l'occurrence. Donc, de manière générale, l'atmosphère c'est composé de différents composés. Donc c'est un cocktail. Et pour nous vraiment comprendre et pour pouvoir suivre, avoir des réels indicateurs, il faut vraiment qu'il y ait 3 critères qui soient réunis. Pour moi déjà, ça va être le côté néfaste. Un polluant est un polluant s'il a vraiment des effets néfastes sur la santé. Un autre indicateur assez important, c'est qu'on puisse caractériser une source, qu'on sache d'où ils viennent. Ça aussi c'est important pour pouvoir agir aussi sur ces concentrations, sur ces émissions. Mais aussi qu'on puisse le mesurer. Il y a des polluants, il y a quelques années, les particules dont on parle aujourd'hui beaucoup, on n'était pas capable de les mesurer il y a quelques années. Elles sont réglementées que depuis 2007. Puisque avant, donc ce sont des particules PM10, donc inférieures à 10 micromètres. 10 micromètres, c'est l'ordre d'une cellule. Dans les années 60, on n'était pas capable de calculer ces poussières-là. On calculait l'agglomérat, les fumées noires de manière générale, mais on n'était pas capable de sélectionner la taille précisément comme ceci. Donc vous voyez, la mesure est aussi très importante et évolue aussi de jour en jour. Les différents polluants. Alors, on a des polluants qui sont dits primaires, qui sont directement émis dans l'atmosphère. Les voitures émettent directement du dioxyde d'azote, émettent directement des particules. On remarque c'est aussi celui-là. Les industries aussi, plus l'USO2. Donc ça, c'est directement émis par ces sources. Mais on a aussi des polluants qui sont indirectement émis. L'ozone, qui est un polluant problématique, n'est pas directement émis dans l'atmosphère. Il n'est pas émis par les voitures, il n'est pas émis par l'industrie. Lui, c'est un polluant qui naît secondairement justement sous l'effet des UV. Donc vous avez de l'ozone que quand il y a du soleil, donc c'est des problématiques qu'on va retrouver en été quand il y a justement des canicules, etc. Il est possible que les taux d'ozone montent. Mais pour faire de l'ozone, il faut qu'on ait du NO2 et des hydrocarbures, que je ne vois pas là. Hydrocarbures. Et là, ça va, sous l'effet du soleil, ça va faire de l'ozone. Les particules aussi, certaines particules sont dites secondaires, celles qu'on retrouve très fréquemment pendant le printemps, par exemple, sont issues de reconditionnement. On a en printemps des matinées très humides, ce qui va, en fait, quand il y a un peu de soleil, favoriser en fait la formation de particules secondaires entre les produits azotés issus des engrais et les produits nitrates issus du trafic. Donc en gros, vous avez une interaction entre agriculture et trafic sous l'effet de cette humidité matinale du printemps. Et ça crée beaucoup de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium. Donc ce sont des particules secondaires. Elles ne sont pas directement émises, mais elles ont été formées secondairement. Alors, pour ce qui est des effets, la pollution, en fait, il y a vraiment 2 grands effets. Pour ce qui est des pollutions atmosphériques, c'est un effet sur la santé, sur l'environnement et sur les bâtiments. Donc vous avez un effet local. Ça, c'est vraiment la pollution de l'air. Par contre, pour tout ce qui est gaz à effet de serre, c'est une autre problématique. Là, par contre, ce sont vraiment des effets globaux. Donc, c'est 2 aspects qui sont souvent regardés. Soit on a une politique gaz à effet de serre, ou climat, ou soit on a une politique air. Et de plus en plus, ça a posé des soucis sur certaines mesures qui étaient seulement dirigées vers le climat, type par exemple le diesel, qui est bon pour le climat, parce que vous avez, bon pour le climat. En tout cas, vous avez une empreinte carbone beaucoup plus faible, vous émettez moins de CO2. Donc c'est un moteur qui a été favorisé par rapport à sa balance climat.
Par contre, si vous regardez les polluants atmosphériques, là, c'est un moteur qui émet beaucoup de particules et beaucoup de dioxyde d'azote. Donc de plus en plus maintenant, les politiques locales essayent de regarder les deux volets, le volet climat conjugué au volet air, et pas les regarder l'un sans l'autre, parce que sinon vous vous retrouvez avec des politiques antagonistes. Voilà, c'est ce qui est écrit là. Pour lutter contre la pollution de l'air locale, est bénéfique pour la santé et pour le climat. Je ne sais pas si ça vous parle. Merci. Donc la surveillance rapidement, cadre réglementaire, je vais peut-être aller vite parce que bon, la réglementation des fois c'est un peu... voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a plusieurs types de réglementation. On a tout d'abord des seuils réglementaires, je vais revenir sur les lois qui nous encadrent, mais globalement, soit on a des valeurs limites, donc ça c'est vraiment une contrainte, une valeur limite qu'on n'a pas le droit de dépasser, donc qui nous est imposée par des normes européennes traduites en droit français. Et ça, on est en contentieux d'ailleurs avec l'Europe pour le dépassement de certaines valeurs limites. En gros, je n'ai pas le droit de passer au-dessus de 50 microgrammes par mètre cube, plus de tant de jours par an, ce qui est fait. Et puis après, il y a aussi, pour certains polluants qui n'ont pas de valeur limite, on s'impose des objectifs de qualité. Par exemple, pour l'ozone, il n'y a pas de valeur limite, mais pour autant, on s'impose des objectifs de qualité. On essaye de respecter, de tendre vers ces normes-là. Et puis après, tout ça, c'est vraiment des normes qui vont agir sur la pollution de tous les jours. Puisque tous les jours, de manière générale sur nos émissions, l'Europe, la France, à l'échelle locale, on va essayer de ne pas dépasser ces valeurs limites et d'atteindre ces objectifs de qualité. Donc ça va vraiment impacter votre vie de tous les jours. Et puis après, vous avez aussi les mesures qui sont prises en cas d'épisode de pollution, où là c'est vraiment des mesures ponctuelles, mais qui vont agir sur le haut du pic pour pouvoir réduire les niveaux à un instant T. Donc c'est plusieurs types de mesures, des mesures chroniques et des mesures d'urgence. C'est les deux grosses différences. Alors globalement, peut-être pas retenir les noms, mais vous avez une directive cadre, c'est la directive européenne. C'est pour ça que je dis souvent, allez voter aux européennes, puisque toutes nos lois, en fait, sont des lois européennes qui ne sont que traduites en droit français. Donc l'Europe, on l'oublie, mais c'est très important. Donc vous avez cette loi cadre, la CAF, elle s'appelle, le café, moi j'aime bien le café, comme ça, le café est là. Bref, la directive CAF, donc Clean Air for Europe, où tous les pays européens ont exactement les mêmes valeurs limites qui sont imposées à tous les pays. Donc les valeurs limites qu'on a en France sont les mêmes en Allemagne, sont les mêmes en Angleterre, sont les mêmes en Belgique, sont les mêmes en Espagne, sont les mêmes. Ça permet aussi justement d'avoir un référentiel européen. Donc ça, c'est des valeurs limites qui nous sont imposées par là. Et après, elles sont traduites en droit français via la loi LOR, donc la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, LOR, donc café LOR, c'est facile à retenir. Et la loi sur l'air dit aussi, ou en tout cas réglemente la façon dont la surveillance de la qualité de l'air est faite en France. Donc comme je vous le disais, Air Paris, on est une association à but non lucratif, ça veut dire on n'a pas le droit de se faire de l'argent, on est une association indépendante. Et la première loi, ou le premier, c'est la première loi, non, le premier décret de la loi sur l'air, première phrase, c'est respirer un air chacun a le droit à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. Donc ça, c'est l'introduction de la loi sur l'air. Bon, pour le moment, elle n'est pas respectée, puisque beaucoup de personnes ne respirent pas un air qui ne nuit pas à sa santé. Mais c'est ce vers quoi on veut tendre. Et donc, elle fonde aussi, comme je vous le disais, les conditions de surveillance. Donc, c'est fait par des associations indépendantes et présente quelques outils de gestion, institue aussi les mesures d'urgence, puisque la valeur limite est imposée par l'Europe, mais après les mesures qui sont prises à l'échelle des États, ça dépend d'eux. Et puis après, voilà, il y a plusieurs décrets à l'échelle locale. Donc, bon, je vais vite. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez 15 polluants réglementés dans l'air.
Donc ça, c'est la liste des 15 polluants. Ici, on dit métaux lourds, mais en fait, c'est nickel, arsenic, plomb, etc. Il y en a 5. Voilà, ça, c'est la liste des 15 polluants qui sont réglementés dans l'air. Air Paris surveille une soixantaine de polluants. Donc certains polluants ne sont pas encore réglementés dans l'air, mais pour autant, on se pose des questions. Exemple, les pesticides, dont on parle beaucoup. Les pesticides sont réglementés dans l'eau. Vous n'avez pas le droit d'atteindre tel niveau de pesticides dans l'eau. Par contre, dans l'air, il n'y a pas de réglementation. Donc vous pouvez avoir autant de pesticides que vous voulez, vous n'êtes pas hors la loi. Parce qu'il n'y a pas de réglementation sur le taux de pesticides dans l'air. Ceci dit, nous on se pose des questions justement, et les épidémiologistes s'en posent, les Franciliens et les Français s'en posent également, et donc pour répondre à ces questions, et notamment aux questions des épidémiologistes, donc aux experts de santé, se disent est-ce que ça a un impact sur la santé? Parce que comme je vous le disais, un polluant est un polluant s'il y a un impact sur la santé. Mais pour répondre à ces questions, il faut bien qu'on leur donne déjà des clés de réponse. Donc nous, on fait déjà des mesures. On mesure les polluants en Île-de-France dans différents milieux, aussi bien en zone rurale qu'en zone urbaine, pour après donner ces informations à des spécialistes de la santé et leur dire voilà l'état des lieux. Après, nous, on n'est pas experts de la santé. Notre métier, c'est de mesurer la pollution. Mais on travaille avec d'autres gens dont la santé est le métier. Donc voilà, ça c'est pour des exemples, donc les polluants réglementés, mais comme je vous dis, on en surveille une soixantaine. Donc je vous ai parlé des pesticides parce que c'est peut-être les plus connus, mais il y en a d'autres. Dioxine, furane, qui eux sont plus des dérivés issus de, comment on appelle ça, des déchets, des usines d'incinération de déchets, etc. Donc aussi, par exemple, les riverains se posent des questions sur, etc. Donc bon, pour revenir à Air Paris, c'est bien la loi sur l'air qui encadre notre mise en place. Donc il existe une association telle que Air Paris dans chaque région de France. Air Paris, nous, notre domaine de surveillance, c'est la région Île-de-France, mais dans chaque région, vous avez une association, donc ASCA, on appelle ça, est-ce que c'est écrit? Voilà, spécialité des ASCA, Association agréée de surveillance de la qualité de l'air. Donc par exemple, en région PACA, c'est Air PACA, en Rhône-Alpes, Air Rhône-Alpes, Atmo Midi-Pyrénées, Air Bretz, etc. Je ne sais pas d'où. Mais pour la région parisienne, Air Paris. IF pour Île-de-France, pas que Paris. Donc association indépendante, des financements diversifiés. Je pense que ouais, c'est cette. Ça c'est pour mieux comprendre en fait comment on fonctionne et comment on est indépendant, parce que on n'est pas une institution publique. On n'est pas un ministère, aussi bien on est agréé, le ministère nous délègue cette responsabilité de surveillance, mais on ne fait pas partie du ministère. On a au sein de notre conseil d'administration 4 collèges qui ont exactement le même poids de vote. Donc vous avez tout ce qui est représentation de l'État, où là vous allez avoir le ministère de l'environnement, de la santé, les hôpitaux, etc. Tout ce qui est collectivité locale et territoriale, donc la mairie de Paris, la région Île-de-France, certaines communautés d'agglo, etc. Ici, tout ce qui est industriel émetteur, donc là vous allez retrouver ADP, les automobilistes, etc., des choses de ce type, mais aussi tout ce qui est des carrières, les ordures, etc. Et puis là, le dernier, alors tous ces trois-là sont des financeurs. Financeurs directs, financement indirect via la TGAP. En France, quand vous émettez de la pollution, vous payez des taxes sur vos émissions polluantes. Plus vous émettez, plus vous payez de taxes. Ces taxes, ils peuvent soit les verser aux douanes, ou soit les verser à Air Paris, ce qui leur permet aussi de faire partie de notre conseil d'administration. Donc là, c'est un tiers en termes de financement. Et par contre, en termes de vote, il y a un quatrième votant. C'est tout ce qui est association de protection de l'environnement et des consommateurs, ainsi que des personnalités qualifiées. Donc personnalités qualifiées, en général, c'est des universitaires. On travaille beaucoup avec les universités parisiennes. Mais vous avez aussi tout ce qui est Amis de la Terre, France Nature Environnement, UFC Que Choisir, etc., etc. Donc eux ne sont pas financeurs, par contre ils ont le même poids de vote que l'État, ils ont le même poids de vote que les collectivités ou que les industriels.
Donc effectivement, notre indépendance nous est conférée par le fait qu'on ne peut pas recevoir de pression d'un ou d'un autre, puisque l'un ou l'autre ne va pas forcément être content de ça non plus. Mais, et puis c'est surtout ce que je trouve moi très intéressant dans cette construction-là, c'est que ça permet de réunir autour de la même table les acteurs, ceux qui émettent la pollution, ceux qui ont à gérer la pollution et ceux qui respirent la pollution. Forcément, les intérêts des uns et des autres ne sont pas forcément les mêmes, mais ça peut faire des conseils d'administration qui sont, ma foi, des fois plutôt tendus ou houleux, parce que oui, ils n'ont pas forcément tous les mêmes points de vue, mais au moins ça permet d'avoir un débat ouvert sur la qualité de l'air et que tout le monde ait son mot à dire. Donc ça, moi, je trouve ça intéressant de ce fait. Donc vraiment, nous, nos missions, en tant qu'association, c'est de surveiller, c'est vraiment notre première mission, surveiller la qualité de l'air et comprendre et analyser les phénomènes. Pourquoi est-ce qu'on a un épisode de pollution qui se forme aujourd'hui, d'où elle vient, etc. Informer, au même titre, les citoyens, les médias, les autorités et les décideurs. Participer au dispositif. Donc, comme je vous le dis, ce n'est pas nous qui prenons les mesures, mais malgré tout, on les informe d'une situation et d'où ça vient, ou sur quoi agir, etc. Prévoir et diffuser, donc chaque jour, on informe de la qualité de l'air, et surtout évaluer les stratégies de lutte. On nous demande souvent quelle serait la qualité de l'air si je mets telle mesure en place. Pendant un moment, c'est quelle serait la qualité de l'air si je supprime tous les diesels à Paris. Donc, je dis ça, je dis rien, mais bon, c'est des genres de questions qu'on nous pose. Et effectivement, on a des outils pour répondre à ce genre de questions. Parce que aussi bien, c'est pas nous qui prenons les décisions, nous sommes une association, on reste indépendant, mais par contre, on fournit des clés de réponse. Si vous mettez telle mesure en place, ça va faire ci, si vous mettez telle mesure en place, ça va faire ça, si vous mettez ci, ça va faire ça, et après, c'est à eux de décider. Mais au moins, ils savent sur quel pied danser. Donc là, c'est ce que je vous disais, hein, une association par région, dans les dom-tom également. Ça, globalement, bon, ça aussi, vous savez, on a à peu près 60 salariés pour un budget total d'environ 6 millions d'euros. Les outils de mesure. Donc en fait, c'est vraiment 3 outils complémentaires, indissociables. On pense très souvent aux stations, parce que c'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus visible, on va dire peut-être, et pourtant, c'est vraiment qu'un seul de nos outils. On a besoin de ces 3 outils ensemble pour pouvoir prévoir la qualité de l'air en tout point de la région. Donc vous avez, pour ce qui est du réseau de mesure, pour ce qui est des stations de mesure, on en a de plusieurs types. La première, les stations dites de fond. On nous dit souvent, Paris, ils essayent de minimiser les mesures, ils mettent des stations en plein milieu d'un parc. Oui, effectivement, on met des stations en plein milieu d'un parc. Puisque ces stations en plein milieu d'un parc vont nous permettre en fait de voir le minimum de pollution à laquelle vous ne pouvez échapper. Puisque même en plein milieu d'un parc, vous êtes exposé à un certain niveau de pollution, et ce niveau de pollution va nous donner le minimum. Ça, ce qui est intéressant, notamment pour faire en quelque sorte l'étalonnage de notre modèle de calcul. Idem, comme un appareil de mesure, il faut le min et le max. Et là, une station de fond, dite de fond, ça va vraiment être représentatif de la pollution chronique, la pollution à laquelle vous ne pouvez échapper, puisque même en plein milieu d'un parc, vous avez ce minimum de pollution. Minimum qui peut être très haut dans certaines agglos très denses. Et puis après, à contrario, vous avez les stations trafic, qui elles sont mises à proximité d'un axe, plus ou moins passant. Donc vous avez ici par exemple une station sur le boulevard Haussmann, où vous avez, on verra peut-être après, des stations sur le boulevard périphérique, des choses comme ça. Où là, ça va nous donner le max. Ah, Fabrice, tu veux nous dire quelle est la situation aujourd'hui? Parce qu'il fait beau peut-être à ton de la pollution. Oui, aujourd'hui ça va. Sur une échelle de 1 à 10, on a une qualité de l'air qui est de 4, qui est bonne. Par contre, demain, on a des conditions stables en termes de météorologie. Stable, ça veut dire pas de vent? Pas de vent. Et donc, on a les émissions qui ne peuvent pas se disperser correctement dues aux conditions météorologiques. Donc, on prévoit un indice de 6, qui est une qualité de l'air qui est médiocre. Voilà, on sera près des seuils. On fera un épisode de pollution demain? On
ne prévoit pas d'épisode de pollution demain. Pas encore. Ok. On sera près des seuils par contre, pour les PM10, pour les particules PM10 pardon. Parce que c'est un polluant qui voyage et donc on va avoir une masse d'air qui va venir sur l'île de France qui va déjà être chargée en particules et en plus des conditions assez stables, donc les niveaux vont remonter mais on ne prévoit pas le dépassement du seuil. Pas de dépassement à ce stade. Voilà, c'est ça. Comment vous faites les prévisions? Alors là, les prévisions, on scène de modèles, on utilise des modèles. Modèle de calcul. De modèles de calcul qui nous prévoient la qualité de l'air sur l'ensemble de l'île de France. On a notre modèle à nous qui s'appelle Smeralda. On s'aide aussi d'un autre modèle qui est au niveau national, qui est géré par l'ENERIS. Voilà, et on se base aussi surtout des prévisions qui sont faites par Météo France, tous les modèles météorologiques qu'on peut utiliser. Et notre expertise, et puis aussi on regarde aussi les niveaux de pollution. Je regarde les niveaux de pollution qu'on avait ce matin pour avoir une idée sur les stations. Qu'on a enregistré sur les stations pour avoir une idée de ce qu'on va avoir aujourd'hui et demain. Donc voilà, on a tous les outils, puis après c'est à nous de faire une synthèse et de prévoir au mieux si on dépasse ou on ne dépasse pas. Donc demain, je pourrais vous dire si Fabrice a bien fait son travail. Voilà, c'est ça. On a un modèle actuellement qu'on utilise nous qui prévoit un J+2, donc pour le surlendemain. Le modèle national, c'est pareil. Le dioxyde de soufre n'est même plus un polluant problématique sur la région. C'est à peine si on le détecte. La dernière fois qu'on l'a détecté, c'est quand on était sous le vent du volcan au nom imprononçable islandais, là, qui nous a mis des effluves sur la France. C'est la seule fois où on a détecté du dioxyde de soufre. Donc c'est pour vous dire, c'est plus du tout un polluant problématique. Ici en Île-de-France, ça l'est dans certaines régions qui sont encore industrielles. Si vous allez du côté de Normandie, enfin, du côté du Havre notamment, ils ont encore des épisodes de pollution au dioxyde de soufre. Si vous allez du côté de Lyon, dans certaines zones industrielles, ils ont des pics et des choses de ce type. Les temps de Berme, en Marseille, c'est encore des zones très industrielles, il y a des problématiques. Donc pour le moment, il y a quand même un net recul vis-à-vis de ce polluant-là. Il y a aussi toutes les améliorations technologiques. Les véhicules d'aujourd'hui n'émettent pas ce qu'ils émettaient il y a 5 ou 10 ans. Vous prenez un véhicule qui a 20 ans, c'est pas du tout la même chose qu'un véhicule d'aujourd'hui. Même si certains disent pas tout à fait la vérité, malgré tout, c'est quand même mieux qu'il y a 5 ans. Et puis après, vous avez aussi des réglementations, de manière générale, qui ont eu un impact positif. Dans les années 90, on avait une problématique de plomb dans l'air. On est passé à l'essence sans plomb, bam, plus de problème de plomb dans l'air. Le benzène, alors pour le coup, c'est pas encore tout à fait résolu, mais on avait une problématique de benzène. Ils n'ont pas supprimé le benzène dans l'essence, parce que c'était pas tout à fait possible, mais ils ont diminué les taux, donc on a diminué la problématique qui est toujours au-dessus des objectifs de qualité. D'ailleurs, c'est un des 5 polluants problématiques. Ça voilà, les niveaux de benzène, comme je vous le... Donc, vous voyez, dans les années 90, on avait une grosse problématique liée au benzène, parce que la valeur limite étant à 5. Aujourd'hui, et encore elle n'est pas à jour, aujourd'hui on est là, au-dessus de l'objectif de qualité, donc qui est à 3. D'autres exemples pour des polluants, pour d'autres polluants, les oxydes d'azote, effectivement ça s'améliore, mais on est toujours bien au-delà. Je vais revenir plus en détail. On a eu un souci aussi avec l'écho catalytique, mais j'en reviendrai après. Le dioxyde de soufre, puisqu'on en parlait tout à l'heure, l'épisode de pollution à Londres. Dioxyde de soufre, dans les années 50, on tournait aux alentours de 350. Voilà, et là, aujourd'hui, on est même, là ça s'arrête carrément dans les années 90, parce qu'en fait, dans les années 2000, c'est pas détectable. Donc c'est pour vous dire en fait cette réelle amélioration qu'on a eue justement parce qu'il y a des réglementations qui ont été imposées à l'émission sur les industriels. Ça a vraiment un impact sur le long terme. C'est pas un épisode de pollution, ça, je veux dire, Paris c'est pas fait en un jour, hein, mais si on regarde vraiment sur la durée, c'est vraiment les normes réglementaires qui vont agir sur le long terme. Oui. Et est-ce que ces industries elles sont sanctionnées
Oui. par l'État. Ouais. Ouais. Et elles payent justement des taxes sur leurs émissions polluantes. Qui permet de financer leur surveillance. Le cas des particules, puisqu'on en parlait beaucoup. Alors, les particules, ça c'est la fameuse réglette dont je vous parlais. Deux tailles sont réglementées. Vous avez les particules PM10, qui sont de l'ordre d'une cellule, et les particules PM2,5, qui sont de l'ordre d'une bactérie. Tout ça, ça fait partie, donc c'est de l'ordre du micromètre. Donc nous sommes dans les particules grossières, pour ce qui est du PM10, et particules fines à partir du PM2,5. Après, tout ce qui est en dessous, et notamment quand on arrive de l'ordre du nano, là on arrive sur les ultra... encore. Là, le PM01, donc l'ordre de 0,1 ou 100 nanomètres. On est toujours dans la particule fine, mais on arrive dans les ultra fines, et nanomètres, c'est vraiment de l'ordre de l'ADN. La plus grosse problématique que l'on a vis-à-vis des nanoparticules, c'est qu'elles sont de l'ordre de la taille de l'ADN. Déjà, même quand on est au niveau cellulaire, on a des problèmes. Ce sont des particules qui sont tellement fines qu'elles rentrent dans vos voies respiratoires, elles ne sont pas arrêtées par vos poils du nez, le mucus que vous pouvez avoir, et là je peux vous dire que je n'ai pas mal de mucus, mais elles pénètrent bien profondément dans les alvéoles pulmonaires et vont encrasser les cellules. C'est ce qui va donner des insuffisances respiratoires pour les asthmatiques, etc., mais qui aussi peut être cancérigène pour certains types de particules également. Idem pour ce qui est des bactéries, donc des PM2,5 qui sont de l'ordre de la bactérie, donc encore plus petites, qui peuvent parfois passer les barrières cellulaires et donc se retrouver dans le système sanguin. Et la plus grosse problématique, c'est justement quand elles passent les barrières sanguines, quelle est l'interaction qu'elles peuvent avoir donc, avec les différents organes. Donc vous avez tout ce qui est action sur le cerveau, action sur les appareils reproductifs aussi, une fois que ça passe les barrières respiratoires. Et puis après, donc la problématique des nanoparticules, c'est les interactions ADN. Parce que du coup, ça vous change votre ADN et là, pas très bien. Donc voilà pour ce qui est de la taille. Là aussi, c'est une illustration de la taille. Ça, c'est un cheveu. Donc ça, vous voyez, c'est un grain de sable, pour vous donner un ordre d'échelle. Ça, c'est un grain de sable, fin en plus. Et ça, c'est un cheveu. Et donc là, en bleu, ça correspond à une particule PM10, et en tout petit, en rouge, ça correspond à une PM2,5. Donc ça, vous voyez comment c'est petit. La plus grosse problématique que l'on a sur les particules, c'est que ce n'est pas un polluant qui est caractérisé par sa nature chimique, oxyde d'azote, ozone, benzène, etc. C'est un polluant qui est caractérisé par sa taille. Donc c'est une particule, d'où qu'elle vienne, quelle que soit sa nature chimique, à partir du moment où elle est inférieure à 10 micromètres ou inférieure à 2,5. De ce fait, vous avez des particules, poussières si on veut parler vulgairement, qui peuvent venir de tout et n'importe quoi. Vous pouvez avoir des poussières qui sont issues du pot d'échappement, ou qui sont issues d'une cheminée, qui sont issues d'un chantier, parce que le mec il est en train de poncer, etc. Tout ça, ça vient de tout et n'importe quoi. Donc vous avez effectivement des émissions qui peuvent être directes, qui plus est, donc avec différentes sources dont on parle souvent, le BTP, l'agriculture, etc. Vous avez des sources naturelles, un volcan, les embruns marins, les sables du Sahara, etc. Mais vous avez aussi tout ce qui est transformation chimique. Je vous en parlais, l'agriculture qui interagit, les engrais de l'agriculture qui interagissent avec les gaz d'échappement. Et ça nous crée des particules secondaires. Vous avez aussi des phénomènes de remise en suspension. Et de remise en suspension, j'ai envie de dire, je ne sais pas si vous avez déjà fait les poussières chez vous. Hein, si vous faites juste un coup comme ça, bon, bah, ça revole et ça se remet après. C'est exactement la même chose. Là, vous avez déjà une accumulation de poussière sur le bitume. Une voiture passe, remet déjà une partie en suspension de ce qui a été déposé, et ça fait toujours un espèce de cercle. Donc ça, c'est une part aussi à pas oublier. Et puis le transport. Donc, comme vous le disait mon collègue, on a déjà, là, par exemple pour demain, on a déjà des vents qui sont chargés, qui arrivent chargés de polluants.
Ils arrivent aujourd'hui et demain, on a un blocage où on a zéro vent. Donc on a un vent qui est chargé de polluants, donc avec des transports qui se font. Et après, nous, par-dessus, on remet en mode... voilà. Et donc, ce qui participe également à certains dépassements. Donc vraiment, nous, la problématique des particules, c'est que ça a plusieurs sources, ça vient de partout. En plus, il y a des transformations qui se font. Et donc, du coup, si vraiment on veut agir sur les niveaux de particules, un petit peu comme ta question tout à l'heure, si vraiment on veut agir sur les niveaux de particules, on ne peut pas agir que sur une seule source, puisque c'est un polluant multisource. Il faut aussi bien agir sur le trafic, sur le chauffage, sur l'agriculture, sur les industries. Agir sur un volcan, c'est plus compliqué, mais bon. Et puis après, pour tout ce qui est secondaire, il faut aussi agir sur le primaire pour pouvoir éviter le secondaire, etc. etc. Donc c'est vraiment très complexe, puisque c'est très divers. Là, c'est la situation rapide pour l'Île-de-France, où vous voyez donc en fait le plus gros des populations exposées, c'est dans le cœur dense de l'agglo. Ça, c'est une situation, une vision un peu plus large à l'échelle de l'Europe, où vous voyez qu'effectivement Paris, à l'échelle de la France, on est quand même assez fort. Mais par contre, si on regarde par exemple les pays comme la Pologne, qui eux ont une énergie très liée au charbon par exemple, on voit bien l'impact que ça peut avoir. Deuxième polluant problématique de la région, donc j'en ai pas mal parlé également, le dioxyde d'azote. Le dioxyde d'azote, comme je le disais tout à l'heure, hein, plus de 50% c'est issu du trafic, avec une part non négligeable également issue du chauffage. Ça, c'est la situation que l'on a en Île-de-France, donc idem, cœur dense de l'agglo, hein, vraiment cœur dense de l'agglo, et le long des axes routiers. D'autant plus pour ce polluant qu'il est très fortement lié au trafic, donc forcément les axes routiers apparaissent d'autant plus. Là, pour Paris, sur ce polluant, 9 Parisiens sur 10 sont exposés à des normes qui sont au-delà de la réglementation. Cependant, bon, on peut noter une certaine amélioration, notamment par rapport aux stations de fond. Donc les stations de fond éloignées des sources polluantes, type en plein milieu d'un parc ou dans une cour de récréation, où on voit qu'au niveau des stations de fond, on arrive en dessous des seuils, donc les seuils qui sont à respecter. Par contre, si on se met en bordure d'un axe routier, on y verra loin. Et oui, on est en contentieux avec l'Union européenne pour dépassement des valeurs en particules PM10, parce qu'on a dépassé ces valeurs limites. Du coup, il y a un contentieux, il y a des procès qui sont en cours. Là, à l'heure actuelle, on attend un peu le montant des amendes. Mais idem pour le dioxyde d'azote, où il y a un contentieux qui devrait être enclenché aussi pour ce polluant-là. Donc 2 polluants pour lesquels l'État français va être en contentieux avec l'Europe. Pour le dioxyde d'azote aussi, on a eu des effets divers. En fait, alors, il y a eu un essoufflement effectivement du renouvellement du parc, mais aussi les pots catalytiques. Les pots catalytiques ont été appliqués aux véhicules diesel pour diminuer le taux de particules qu'ils émettaient, parce qu'ils émettaient trop de particules. Du coup, on leur a mis un pot catalytique. Sauf qu'une catalyse, c'est une combustion, et une combustion, ça fait du dioxyde d'azote. Donc, vous avez diminué effectivement le taux de particules en les brûlant, donc ça c'est bien, et encore qu'il en reste pas mal, mais vous avez aussi indirectement augmenté le taux d'oxyde d'azote. Surtout que le moteur en émet aussi, puisque vous avez déjà une combustion au niveau du moteur, et vous avez une combustion au niveau du pot d'échappement. Donc c'est pour ça que ces véhicules-là, les véhicules diesel, émettent beaucoup de dioxyde d'azote, parce que vous avez 2 sources en fait, de combustion dans ces véhicules. Et donc de ce fait, ils ont beau être plus performants, donc moins émettre, malgré tout, on a toujours une problématique qui s'installe. C'est compliqué. Et l'ozone, pour finir, l'ozone, moi, les premières fois qu'on m'a dit que l'ozone c'était un polluant, j'ai pas tout à fait compris parce que je me souvenais de la couche d'ozone. Oui, effectivement, dans les hautes couches de l'atmosphère, ça va être ce qu'on appelle le bon ozone, qui va éviter d'être impacté par les UV nocifs.
Par contre, ici, dans la couche d'air où on respire, c'est la même formule chimique, hein, c'est du O3 et ici c'est du O3, c'est pareil, sauf qu'il est considéré comme mauvais ozone, il n'est pas tout là-haut à nous protéger, il est ici à nous irriter. Donc c'est pas tout à fait la même chose, mais effectivement, pareil, il a besoin de soleil pour se former. C'est un polluant, mais comme je vous le disais tout à l'heure, qui n'est pas directement émis dans l'atmosphère, mais qui a besoin donc d'UV pour se former. D'UV sous action des oxydes d'azote, majoritairement issus du trafic, et des COV, donc hydrocarbures, sous l'influence des UV, vont former de l'ozone. Donc c'est un polluant qui est dit estival, puisqu'on va le retrouver essentiellement en été, l'après-midi notamment, mais c'est aussi un polluant qui est très volatile. Donc en général, quand vous avez des épisodes de pollution à l'ozone, et c'est des épisodes très larges, ça va être tout le nord de la France, voire tout le nord de l'Europe, etc. etc. C'est aussi un polluant, je ne sais pas si j'en parle après, c'est aussi un polluant qui, donc là c'est un exemple de pollution à l'ozone, vous voyez, hein, c'est plus que la France. C'est aussi un polluant, là, canicule de, je me coupe à chaque fois, canicule de 2003, donc on voit bien l'impact en fait de l'UV sur l'ozone. C'est l'un des seuls polluants. Alors pour tous les polluants, on a eu une amélioration de la situation. Que ce soit les particules, ça s'améliore, pas assez rapidement, mais ça s'améliore. Pour le dioxyde d'azote, c'est encore très largement insuffisant, mais ça s'améliore. Le seul polluant en fait qui ne baisse pas, c'est l'ozone. Donc on a des niveaux qui sont multipliés par 5 en un siècle. Et le problème de l'ozone, c'est aussi l'un des seuls polluants de l'air, donc qui a un impact sur la santé, qui a aussi un impact, qui a aussi des effets de gaz à effet de serre. Son impact avec les UV, donc lui il a une double problématique, aussi bien locale que planétaire. Et aussi c'est un polluant qui en fait, non je parle pas, non, c'est un polluant en fait qui nécrose les plantes. Vous avez donc O3, il y a beaucoup d'oxygène dans ce polluant, il a 3 atomes d'oxygène. C'est un polluant qui oxyde les plantes et qui va en fait les brûler. Donc quand vous avez beaucoup d'épisodes de pollution à l'ozone, vous avez aussi des rendements agricoles qui sont très fortement baissés. Donc ça, c'est un polluant à l'échelle de tout l'hémisphère nord, donc qui est problématique à l'échelle de tout l'hémisphère nord. Et on se rend bien compte que si on n'agit pas sur les précurseurs, c'est-à-dire le dioxyde d'azote et les hydrocarbures, donc des polluants issus du trafic, on a quand même un problème indirect qui va impacter l'agriculture. Alors nous ici peut-être ça va, mais à l'échelle de tout l'hémisphère nord, il y a peut-être des endroits dans le monde, et notamment au sein de l'hémisphère nord, qui aimeraient bien ne pas baisser leur rendement agricole. Donc pour ça, il faut baisser les précurseurs, donc les polluants issus du trafic. Et aussi, alors pour ce qui est de la canicule 2003, indirectement, je crois que c'est en France, 400 personnes sont mortes des niveaux liés à l'ozone. Voilà pour conclure, donc, un petit topo sur les épisodes de pollution. Donc ça, je vous l'ai dit souvent, un pic de pollution n'est que la face visible de l'iceberg. Puisque là, ça veut dire que vous avez eu des conditions météorologiques défavorables, des conditions un peu particulières qui vont faire qu'on va dépasser. Mais le plus gros de la pollution, c'est vraiment celui qu'on ne voit pas, celui qu'on a tout au long de l'année et qui va aussi participer à ce pic de pollution. Parce que toute l'année, vous émettez de la même manière, sauf qu'un jour, vous allez faire un pic de pollution parce que la météo va permettre de faire localement monter. Mais globalement, ça, vous les mettez tout au long de l'année, tous les jours. C'est rare les gens qui vont changer leurs habitudes, sauf s'il y a un épisode de pollution. Donc il y a des conditions qui sont propices. Ça, c'est très souvent lié à ce qu'on appelle une inversion de température. Une inversion de température, c'est un phénomène physique, naturel, mais qui a un énorme impact sur la pollution. De manière générale, plus vous montez dans l'atmosphère et plus il fait froid. Je sais pas, imaginez-vous monter dans un ballon ou je ne sais quoi. Plus vous montez, plus il fait froid. Ça, c'est la situation normale.
Maintenant, si par exemple vous avez une belle nuit sans nuages, j'allais dire étoilée, mais c'est difficile à imaginer sur Paris, mais imaginez quand même une belle nuit étoilée à Paris. Regardez, une étoile. Le ciel va se refroidir énormément pendant la nuit. Donc le sol se refroidit pendant la nuit, le sol se refroidit pendant la nuit, le sol se refroidit pendant la nuit. Le matin, donc il s'est bien refroidi pendant toute la nuit, le matin, grand ciel bleu. Vous êtes super content. Ah, c'est trop bon, je suis trop content d'aller au travail. Sauf que du coup, le soleil, lui, va commencer par réchauffer l'air beaucoup plus rapidement que le sol. C'est normal, moi, je dirais, c'est la nature. Sauf que de ce fait, ça va créer en fait un espèce de couvercle d'air chaud. Un couvercle d'air chaud qui va empêcher les polluants, surtout si vous n'avez pas de vent. Encore une fois, s'il n'y a pas de vent, ça devient tout de suite beaucoup plus problématique parce que ce couvercle d'air chaud ne va jamais pouvoir se former s'il y a du vent. Là, vous n'avez pas de vent et donc du coup, vous avez ce couvercle d'air chaud. Donc là, ça fait vraiment effet cocotte minute. Et d'ailleurs, ce couvercle d'air chaud est à peu près à ce niveau-là de la tour Eiffel, effectivement. Et sauf que du coup, votre pollution, au lieu de se mélanger dans 2000 mètres d'altitude, la pollution, elle va se mélanger dans 200 mètres. Donc en fait, là, pour le coup, vous faites vraiment attention aux hautes concentrations, quoi. Et ça, c'est vraiment souvent lié à ce phénomène physique qu'on a un épisode de pollution. Donc le matin, voilà, tout repart. Après, c'est vrai qu'arrivé en plein milieu de l'après-midi, le soleil a fini par réchauffer le sol et vous avez une rupture physique de ce bouchon. Et d'ailleurs, sur les appareils de mesure qu'on a tout en haut, on voit tout d'un coup la pollution qui s'échappe. Mais avant, elle était bloquée là. Et c'est les photos qu'on voit de Paris. Vous voyez, des fois, quand on voit Paris au-dessus, on voit cette espèce d'amas là comme ça. Ça, c'est très souvent parce qu'il y a une inversion de température. Donc il y a une espèce de couvercle en verre, en tout cas un couvercle d'air chaud, qui plaque tous les polluants au sol. Donc voilà, au lieu de se mélanger dans 2000 mètres, ça se mélange dans 100 mètres, et là, ça fait haute concentration. Donc oui, effectivement, ces photos où on imagine, là, quand on est au-dessus de l'agglo et qu'on voit ce couvercle, cet amas, c'est lié à une inversion. Et ça, très localement, forcément, ça va augmenter les niveaux. Puisque du coup, vous allez avoir une concentration en pollution qui devient tout de suite très élevée. Ce que vous respirez est très chargé de polluants. Donc voilà, ça c'est les différents épisodes de pollution. Voilà, les différentes cartes. Ça c'est un... Bon, je vais finir par ça. Attention, vous êtes réveillés. Attention. Alors, les particules. Je vous parlais tout à l'heure du carbone suie. Donc la suie, c'est issu de la combustion. C'est pour nous un bon traceur. C'est-à-dire on va mesurer, là c'est l'exemple par exemple d'une alerte qu'on a eue en décembre 2013 où on avait des niveaux de particules qui dépassaient, enfin on était en niveau d'alerte, donc là c'est vraiment le niveau maximum. En faisant la mesure des suies, du carbone suie, ça nous permet en fait de savoir sur la partie combustion quelle est la partie liée au trafic, donc qui ici apparaît en rouge, et quelle est la partie liée à la biomasse, en gros le chauffage au bois. Donc en fait l'analyse de cette composante des particules nous permet de mieux comprendre d'où viennent les particules et où agir. Parce que si on dit, voilà, par exemple, là les autorités vont nous dire, ok, il y a un épisode de pollution, mais je fais quoi, j'agis où? Donc nous on va pouvoir leur dire, écoutez, ici on a quand même 50%, ou en tout cas 43%, contribution, une grosse partie qui est liée donc, au trafic, mais également une grosse partie qui est liée au chauffage au bois. En même temps, c'est décembre, voilà, les gens se font leur petit feu de cheminée, ils n'ont pas forcément conscience. Mais là, du coup, sur cet épisode de pollution, où pareil, on a des inversions de température, où du coup tout est plaqué au sol, où il n'y a pas de vent, mais par contre on continue à émettre, à faire des... vous imaginez la fumée de cheminée, mais qui se mélange dans rien, etc. Et par contre, là, vous voyez, c'est le même traceur, donc carbone suie, un traceur de combustion. Mais là, pour le coup, sur l'épisode de mars de l'année dernière, 2014, vous posiez des questions sur cet épisode-là,
Et là, idem, si on reprend le même traceur, donc les traceurs de combustion, on se rend compte que ici, la contribution trafic est beaucoup plus importante. 85% pour ce qui est de la partie combustion. Mais, encore une fois, attends, parce qu'il y en a une qui est cachée, alors que ça me gâche ma conclusion. Pourquoi est-ce que tu es cachée? Alors que, si on reprend, donc là c'est la partie combustion stricte, c'est un des indicateurs des particules, mais ce n'est que un des indicateurs des particules. Si je regarde le spectre complet, vous avez ici effectivement black carbone, c'est-à-dire carbone suie, donc c'est la partie qu'on regardait tout à l'heure, là dans cet épisode de mars toujours. Donc le carbone suie correspond à peu entre 4 et 4%, donc ça dépend d'où on se place. Et sur cet épisode-là qu'on a eu donc en mars, on a une partie, alors effectivement au début, qui étaient des espèces, donc ce qu'on appelle carbonées, donc là pour le coup très fortement liées à la combustion, donc ça veut dire que c'est des phénomènes très locaux, puisque le carbone suie en fait c'est assez lourd, ça voyage très peu. Donc là on est vraiment dans du local, où le carbone suit effectivement la contribution combustion locale, où on a vu que c'était beaucoup de trafic, était très importante. Et puis après on a eu un changement de régime, non je suis allée dans le mauvais sens, où là par contre, alors ce qu'on appelle les inorganiques secondaires, là pour le coup on a eu vraiment toute la part secondaire qui s'est créée, qui s'est formée. Donc là c'est pas des particules directement émises, c'est les particules secondairement émises. Donc avec une partie liée nitrate d'ammonium, donc c'est tout ce qui est reconditionnement, trafic en interaction avec agriculture, où là ça commence à prendre une grosse partie. Donc vous voyez, et en plus bon, on était en mars, pendage agricole. La pollution que vous pouvez avoir ici n'est pas forcément la même que celle que vous pouvez avoir là-haut. Donc du coup nous ça nous permet de comprendre aussi les échanges dans l'atmosphère. C'est aussi un point fixe, donc c'est intéressant aussi. Et puis après, pour tout ce qui est aussi mesure de CO2, là du coup c'est d'autres usages plus réservés à la recherche, à tout ce qui est climat, etc., etc. Et puis la dernière, c'est aussi, récemment on a dû remettre des stations industrielles en Île-de-France, ce qui ne nous était pas arrivé pendant longtemps, mais on a dû en remettre, tiens, une petite typo. On a dû en remettre suite à certaines campagnes de mesure justement sur les métaux en Île-de-France. On s'est rendu compte que certains métaux dépassaient les valeurs, pas limites, mais des valeurs qui nous obligeaient à mettre des stations en fait. Donc bon, bah voilà, on retrouve des stations type industrielles maintenant en Île-de-France. Voilà, c'est un exemple, que je vais faire défiler. Hein. Là, c'est une station de mesure qu'on a au niveau de la porte d'Auteuil, donc périphérique ouest. Vous voyez, on est quand même assez près de l'axe routier. Ça, c'est un exemple donc, de l'intérieur de cette station-là. Vous voyez bien, hein, vous avez un appareil de mesure par polluant, avec d'ailleurs le gaz pour étalonner. Deuxième outil, donc là on vient de parler des stations de mesure. Deuxième outil complémentaire, les campagnes de mesure. Les campagnes de mesure, elles nous servent à plusieurs choses. Mieux comprendre en fait une zone, ce qu'on appelle une zone de hotspot. Une zone de hotspot, c'est un lieu hautement pollué. Et comment se disperse cette pollution? Alors, là c'est l'exemple, l'échangeur de Bagnolet. Donc c'est un gros nœud de trafic routier. Comment se disperse la pollution dans ces zones-là? Est-ce que c'est plutôt condensé? Est-ce que ça part dans... Donc on a réparti par exemple autour de ce lieu plus de 200 points de mesure tout autour de l'échangeur pour comprendre où la pollution allait et comment elle se dispersait. Idem pour les aéroports et d'autres types de hotspots. Ce type de données, notamment sur la dispersion de la pollution, ça c'est le genre de choses qui après est rentré dans le modèle de calcul. On lui dit la pollution se disperse comme ci, ou se disperse comme ça, ou se disperse comme ci. Donc du coup ça apporte une information vraiment essentielle puisque vous avez vraiment très finement des mesures en de nombreux points. Contrairement à une station de mesure où vous avez une station de mesure en un lieu, là vous allez avoir pendant un temps donné qui est plus court, mais 200 points de mesure tout autour.
donc là ça permet vraiment de compléter. Pour des polluants aussi, on fait des campagnes de mesure pour des polluants, donc il manque un bout, on va faire comme ça, pour des polluants qui ne sont pas encore réglementés. Donc je vous parlais des pesticides, dioxines, métaux lourds, ils sont réglementés, mais comme on est en dessous, on était en dessous des niveaux de détection, bon plus maintenant, mais voilà, certains polluants, les carbone suie et les nanoparticules. Donc carbone suie et nanoparticules, c'est des nouvelles problématiques en lien avec la pollution, donc des polluants pour lesquels on commence à se poser des questions, mais qui répondent à certaines questions du type d'où viennent ces épisodes de pollution aux particules, etc. Pour nous, c'est des bons traceurs, mais pour le coup, c'est pas encore réglementé. Et puis surtout, l'exposition du public. À quoi suis-je impacté sur mon vélo, à quoi suis-je impacté dans le métro, dans ma voiture. Donc tout ça, c'est fait via des campagnes de mesure. On n'a pas une station de mesure sur soi à l'H24, mais par contre, voilà, pendant 2 semaines, on a équipé des personnes avec des appareils de mesure pour mieux comprendre ce à quoi on était exposé. Là, c'est des exemples. Là, c'est un exemple de campagne sur les pesticides. Là, c'est un exemple de campagne de mesure des vélos. Et en fait, on a bien vu que les automobilistes donc, étaient les plus impactés par la pollution. Ici, en fait, on a fait un cycliste à Paris, pour 2 polluants regardés, le dioxyde d'azote et les particules. Et on a voulu savoir sur quel type d'axe il était le plus exposé à la pollution. Donc le cycliste qui pédale sur une piste cyclable, pour les 2 polluants regardés, c'est quand même là où il est moins exposé. Par contre, le cycliste qui va pédaler en plein milieu du flux de trafic, c'est quand même là où il est plus exposé à la pollution. Donc ce genre de campagne de mesure sur les cyclistes, donc en fonction des axes, là c'est du marquage au sol, là c'est dans les voies de bus. Bien sûr, voie de bus c'est plus haut, tout dépend si vous êtes derrière ou pas un bus. Par contre, ce qui est intéressant, pour deux choses, c'est intéressant pour les cyclistes eux-mêmes, ça leur permet vraiment d'un point de vue accidentologie et d'un point de vue qualité de l'air, c'est mieux de prendre une piste cyclable, donc de manière générale, éviter de pédaler en plein milieu d'un axe, mais aussi pour les décideurs, pour tous les urbanistes, qui justement ça leur donne des clés de réponse et de se dire ah bah oui, si je veux passer en mobilité douce dans la ville, si je veux vraiment inciter les cyclistes, etc., aussi bien d'un point de vue accident que qualité de l'air, c'est bon de faire des pistes cyclables. Des choses comme ça, ça donne des pistes aussi bien pour les citoyens que pour les décideurs. J'ai parlé beaucoup, mais... les outils de modélisation, donc là c'est pour finir un petit peu donc, ce qu'a fait mon collègue. Vous avez toutes ces données, les données de station, les données des campagnes de mesure de dispersion, etc., plus les émissions qui sont répertoriées sur la région. Tout ça, ça nous sert au quotidien donc, à prévoir et cartographier. Bon là c'était un exemple Esmeralda dont il parlait, l'exemple de l'épisode du mois de mars l'année dernière où on était vraiment dans le rouge comme vous pouvez voir. Mais ça nous permet aussi de faire des cartes synthétisées sur l'année. C'est-à-dire, ça nous permet de modéliser l'ensemble du trafic, ou en tout cas des voies de circulation sur Paris, ou sur le territoire francilien de manière générale, de faire aussi donc, des cartes pour chaque département, des comparaisons par rapport aux normes, puisque la communauté européenne nous dit qu'on n'a pas le droit d'avoir plus de tant de personnes qui sont impactées, etc. Pour répondre à ce genre de questions, il faut bien qu'on ait des cartes, donc des cartes modélisées. Et puis, dernier aspect, c'est comme je vous l'ai dit, hein, c'est pour les évaluations. Quelle sera la qualité de l'air, les perspectives 2020, si je mets tel et tel plan en place, etc. Dernier aspect pour tout ce qui est formation, en fait on s'est rendu compte, d'après plusieurs sondages, que l'environnement, et notamment la qualité de l'air, c'était une des problématiques principales des franciliens. Ils s'en inquiétaient vraiment, et c'était donc un des thèmes les plus récurrents. Après, nous, à Air Paris, on a vraiment différents interlocuteurs. Le public, par exemple vous, le public, les médias, les décideurs, en tant qu'association indépendante aussi, c'est notre rôle de parler à tout le monde.
en fait, et d'informer tout le monde. Et vraiment, tout ce que l'on produit, toutes les mesures, vous pouvez voir la station, un tel, etc., tout est publié sur notre site. Donc si on fait n'importe quelle campagne de mesure ou quoi aux caisses, tout ça sera mis à disposition sur notre site. Donc, ce qui fait que notre site, des fois, est un peu lourd et chargé d'informations. On va essayer de réfléchir à autre chose pour faire plus simple. C'est en cours, c'est en cours. Mais voilà, tout est vraiment à disposition. On a aussi les pollens. Alors pour votre information, les pollens, ce n'est pas un polluant. Les pollens, ce n'est pas un polluant. Nous, en fait, on republie le bulletin du RNSA, donc les personnes qui sont en charge de des mesures des pollens. Par contre, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la pollution de l'air va exacerber l'effet des pollens. C'est-à-dire, si vous êtes déjà allergique de manière générale, vous êtes sensible au pollen, et si vous vivez dans un milieu urbain pollué, vos voies respiratoires vont déjà être irritées par la pollution, donc déjà irritées par la pollution, et si vous rajoutez par-dessus des pollens, du coup l'irritation va être encore plus importante. Donc c'est pour ça qu'on dit la pollution va exacerber l'effet des pollens. Mais en soi, les pollens ne sont pas un polluant. Donc voilà, tout est à disposition sur notre site, les prévisions. On travaille aussi avec différents sites internet, notamment avec une centaine de villes en Europe pour publier en temps réel toutes les données. Il y a des applis, d'ailleurs je vous invite à télécharger l'appli d'Airparif, comme ça vous recevrez des alertes air si vous êtes sensible. Et après différents partenaires et relais d'information, donc Direct Matin qu'on connaît bien, le ballon, alors tout le monde l'appelle le ballon Airparif, nous on est un peu gênés parce qu'en fait c'est pas du tout notre ballon, hein, c'est le ballon Generali, ballon de Paris à la limite si vous voulez, mais en tout cas on publie les données, les indices de qualité de l'air qui sont affichés sur le ballon, donc beaucoup de gens pensent que c'est à nous. Donc pour faire un petit point, maintenant un petit bilan rapide, je sais pas où c'est quoi mon nom, je parle vite. Ça va. Ça va, je parle pas trop vite. Alors, si vous avez des questions, déjà, pour commencer, là, je vais vous parler du bilan. Bilan, situation en Île-de-France, les niveaux de tels polluants sont tant, il y a tant de personnes exposées, etc. Là, on arrive sur la partie bilan, mais je ne sais pas si vous avez déjà des questions sur ce qu'on vient de voir. Non? Oui? En 2014, on a eu 16 journées d'épisodes de pollution en région parisienne, et essentiellement à cause des niveaux de particules fines PM10. Quel comportement doit-on adopter pendant les épisodes de pollution, et comment fait-on pour éviter les épisodes? Alors, c'est pas vraiment ce dont on vient de voir, mais je peux quand même répondre à cette... si je peux quand même répondre, non, pas de souci. Alors, ce qui est assez difficile à comprendre, c'est qu'on a augmenté le nombre d'épisodes de pollution, alors que la qualité de l'air s'est améliorée. Ça, c'est difficile à concevoir, mais avant, on déclenchait à des niveaux beaucoup plus élevés, et on a baissé ces seuils de déclenchement. Donc on atteint ces niveaux beaucoup plus rapidement, donc du coup, on a fait beaucoup plus d'épisodes de pollution. Mais globalement, si on compare sur les 10 dernières années, et notamment pour les particules, vous devez sûrement avoir donc ça fait partie du bilan après, la situation s'est beaucoup améliorée. Après, il reste quand même des lieux, et notamment dans le cœur dense de l'agglo, pour ne pas dire vraiment Paris, et le long des axes routiers, où on dépasse quand même très largement les niveaux de manière quotidienne. Et ça, c'est beaucoup plus problématique, même en dehors des épisodes de pollution de manière générale, puisque je rappelle, un épisode de pollution, c'est vraiment la face visible de l'iceberg. Là, vous allez vraiment dépasser les niveaux. Mais tout ce qui est problématique, c'est ce que déjà vous émettez tout au long de l'année. Tout au long de l'année, vous avez des niveaux qui sont... Et là, un jour, vous allez avoir des conditions météorologiques stables, sans vent. C'est bien ça qui est le plus problématique, c'est quand vous n'avez pas de vent. Du coup, ça reste et ça stagne. Et là, du coup, vous allez faire un pic. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est demander à avoir du vent, mais ça ne marche pas très bien. Non, ce qu'il faut faire, c'est vraiment réduire de manière générale ces émissions. On parle beaucoup du trafic, mais il n'y a pas que le trafic. Il y a aussi, malgré tout, le trafic en Île-de-France, c'est notre première source de pollution.
Mais après, vous avez aussi tout ce qui est chauffage, qui n'est pas négligeable, notamment pour ce qui est des particules. Le chauffage au bois est très émetteur, et tout dépend aussi dans les conditions où vous le brûlez. Ça aussi, c'est très important. Et puis après, vous avez aussi tout ce qui est particules secondaires, où là, vous avez des interactions entre agriculture et chauffage, donc avec ces engrais qui interagissent avec du trafic. Bref, de manière générale, si on veut polluer moins, il faut consommer moins d'énergie, moins se déplacer, ou en tout cas se déplacer autrement. On n'est pas forcément obligé d'être tout seul dans sa voiture pour aller chercher le pain. Faites un peu de sport, ça vous fera du bien aussi. Enfin, voilà. Voilà. Mais tout ça, de manière générale, c'est une façon globale de voir les choses. On a effectivement un impact local sur la région, d'autant qu'en fait, l'agglomération parisienne est vraiment très dense. On a quasi la totalité des franciliens qui habitent dans 2000 m², enfin c'est rien du tout quoi, enfin j'exagère de 2000 m², mais on est vraiment les uns sur les autres, ce qui a un avantage et un inconvénient, parce que du coup on partage plus de ressources, on peut plus partager du chauffage, on peut plus partager des transports en commun, etc. Mais ce qui fait aussi que localement c'est quand même un point rouge de pollution. Et du coup, vous avez beaucoup de populations qui sont exposées en un lieu restreint. Après, la région Île-de-France, c'est quand même beaucoup de forêts, beaucoup de territoires agricoles aussi. On n'y pense pas quand on est à Paris, mais la moitié, les 3/4 du territoire d'Île-de-France, c'est des forêts et des campagnes. Donc, à réfléchir de manière globale également. Je ne sais pas si ça répond. En gros, on fait plus d'épisodes de pollution, mais la qualité de l'air s'est améliorée. Malgré tout, il y a encore du travail à faire. Tout ça pour dire ça. J'ai une question simple. Les nanoparticules, déjà, est-ce que c'est la même chose que les microparticules? Non. Mais quand je vais parler des particules, parce qu'après là je fais le bilan, je vais vous montrer une réglette pour vous expliquer justement quelle taille correspond à quoi. Et la deuxième question, c'est vos mesures permettent-elles, enfin, est-ce que lorsque vous émettez vos mesures, vous les informez à l'État, l'État peut prendre des décisions spéciales juste par rapport à ce que... Par exemple, pour les pistes cyclables, je trouve qu'on n'a pas assez par exemple à Paris. Est-ce que votre mesure peut permettre à Paris de décider de construire plus de pistes cyclables? C'est un peu le but. Nous, on donne des éléments de réponse. Et après, nous ne sommes pas les décideurs. C'est aussi pour ça qu'il est important de voter, pas que à l'échelle de l'Europe, mais aussi à l'échelle locale. Nous, on donne des clés de réponse, on va dire s'il y a un impact, etc. Et puis après, oui, effectivement, c'est ce genre d'études qui va permettre aux décideurs de comprendre que oui, ça a un impact de mettre une piste cyclable, aussi bien sur les cyclistes que, etc. Mais sinon, pour répondre à votre question, la mairie de Paris vient juste de mettre en place un plan vélo qui, justement, ils vont doubler ou tripler les pistes cyclables sur Paris, il va y en avoir beaucoup plus. Je ne sais pas trop, parce que je ne travaille pas pour la mairie de Paris, mais à regarder de plus près si vous trouvez qu'il n'y en a pas assez. Moi, je sais que là, sur le gros boulevard Voltaire où j'habite, ils vont mettre une grosse piste cyclable. Génial. Donc, ouais. Mais c'est effectivement ce genre d'études qui aide à la prise de décision. Alors, une petite situation, un petit bilan, situation sur la région. Alors, quand on dit relief et météorologie favorable, en gros, c'est plat, il y a du vent, il pleut. C'est pareil. C'est exactement ça. C'est plat, il pleut, il y a du vent, c'est pareil, c'est bien. C'est pas forcément le cas d'autres régions. Il y a des régions en France qui sont très impactées par le relief et la météorologie. Relief, je pense à Grenoble par exemple, Grenoble qui est encerclée de montagnes, et donc du coup, eux, ils ont une problématique liée à de la pollution qui s'accumule, justement parce qu'ils sont encerclés de montagnes, et c'est vrai qu'ils ont une problématique qualité de l'air qui est connue depuis très longtemps à Grenoble, liée justement au relief. Météorologie, dans le sud de la France par exemple, ils peuvent aussi avoir, ils ont beaucoup plus de soleil, donc beaucoup plus des niveaux d'ozone qui peuvent être très importants, etc., dans tout ce qui est bassin méditerranéen. Alors que, voilà, non, il pleut, c'est plat, il y a du vent.
La plus grosse problématique que nous, on va avoir sur la région Île-de-France, comme je vous disais, c'est qu'on est densément peuplé et fortement urbanisé. Là, c'est la taille de la région Île-de-France, donc 11 millions d'habitants sur 12 000 m². 12 000 km². Ah, quand je disais 2000 m², en fait, il me manquait juste le kilomètre. Mais bon, on a la quasi-totalité des habitants qui sont squeezés dans à peine un quart de la région, quoi. On est tous les uns sur les autres, quoi. Et ça, ce qui fait qu'on a aussi beaucoup trop de véhicules, les véhicules personnels, mais aussi des véhicules utilitaires. Et notre problématique, c'est bien en premier lieu sur la région, c'est le trafic routier. Malgré tout, en Europe, on n'a pas la seule capitale qui est comparable à Paris, c'est Londres. Les autres capitales aussi bien d'ailleurs d'un point de vue météo, hein, et aussi il pleut, il y a du vent, mais c'est surtout d'un point de vue de densité d'agglo. Les autres capitales d'Europe ne sont pas si grosses. Si vous allez à Berlin, si vous allez à Bruxelles, c'est pas si grand. Alors que là, vraiment, nous à Paris, notre problématique, c'est 10 millions d'habitants dans 2000 m², dans 2 km². Le kilomètre a son importance, hein, le kilo, tout dépend où est placé le kilo, mais il a son importance. Donc voilà, nous, notre problématique majeure, ça va être le trafic. D'un point de vue émission, qu'émet le trafic? Majoritairement des oxydes d'azote. Oxyde d'azote, c'est donc pour nous pratiquement un marqueur de trafic. Les oxydes d'azote, c'est un polluant qui naît sous l'effet de la combustion. Donc moteur à combustion, dioxyde d'azote. Après, vous pouvez faire aussi, par exemple, si vous avez un chauffage au gaz, du coup vous avez une flamme, combustion égale dioxyde d'azote. Dès que vous avez une combustion, de manière générale, combustion dans l'air, azote, oxygène, mélangé à une flamme, dioxyde d'azote, oxyde d'azote de manière générale. Mais malgré tout, en Île-de-France, la contribution majeure vient du trafic. Et si on regarde en détail cette source de trafic, vous voyez que plus de la moitié, en fait, plus de la moitié c'est du trafic, plus de la moitié, quasi, c'est des véhicules particuliers. Donc ça, déjà, on peut jouer sur ce camembert-là. On a une grosse partie qui est liée au poids lourd également. Après, le reste, vous avez, donc, comme je vous disais, chauffage, parce que chauffage au gaz, une flamme, etc. Et d'autres sources industrielles et autres. Sinon, le trafic, ça correspond à quoi également? Les particules, on en parle souvent, c'est à peu près 30%. 30% des particules qui sont issues du trafic. Je vais revenir sur les particules plus tard, parce que le problème des particules, c'est que ça a de nombreuses sources, mais je fais un détail après. Et puis après, tout ce qui est hydrocarbures. Tout ce qui est hydrocarbures. Donc ça, c'est globalement le trafic routier, à quoi ça correspond. Là, c'est des densités d'émissions. Donc comme je vous le disais, hein, on a vraiment cette problématique du cœur dense de l'agglo. Ça se voit assez clairement sur tout ce qui est à l'émission. Je n'ai pas mis sur celle-ci, mais par contre, il y a une autre image, moi, que j'aime beaucoup, c'est quand on fait l'inverse, parce que là, c'est les émissions par kilomètre carré. Mais si on fait le miroir, où on regarde les émissions par habitant, en fait, on se rend compte que, justement, l'agglomération disparaît. C'est là où, par habitant, on émet le moins. Parce qu'on partage beaucoup, malgré tout. On partage les transports en commun, on habite dans des immeubles, donc on a du chauffage collectif, etc. Tout ça, c'est quand même malgré tout une mise en commun de l'énergie et donc du coup des émissions, etc. Donc si on regarde par nombre d'habitants, les Parisiens sont les moins émetteurs. Par contre, on est tellement nombreux que par kilomètre carré, oui, ça fait beaucoup quand même. Ouais, c'était la petite note positive quand même, pas si polluant. Donc un peu d'histoire rapidement. La pollution, en fait, elle ne date pas d'aujourd'hui. Même si on regarde d'anciens tableaux, on se rend compte qu'on a déjà des noircissements des bâtiments, qu'on a des fumées, etc. Je crois que c'est celle d'après, l'ère industrielle. Donc là, c'est une image assez typique à la Hitchcock de Londres des années 50. À l'époque, ça paraît normal, mais aujourd'hui, on verrait ça, mais ça nous rendrait complètement fous. Idem,
Paris, ah, la révolution industrielle, l'exposition universelle, regardez comme on est beau, comme on est fort. Aujourd'hui, on verrait ça avec des cheminées en plein cœur de Paris qui fument noir comme ça. Je peux vous assurer que ça passerait pas du tout, quoi. Donc, c'est là où on se rend compte aussi qu'il y a eu une évolution des mœurs, que la pollution, elle date pas d'aujourd'hui, mais qu'on en a beaucoup plus conscience aujourd'hui, et que des choses comme ça, aujourd'hui, nous choqueraient. D'ailleurs, ce bâtiment blanc resterait pas blanc très longtemps. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que dans les années 50, en décembre 1952, à Londres, donc le phénomène petit smog à la Hitchcock, vous avez eu un gros épisode de dioxyde de soufre. Donc là, pour le coup, c'est un polluant lié à l'industrie. Un gros épisode de polluant donc, au dioxyde de soufre en plein cœur de Londres. Plein cœur de Londres, 4500 morts. 4500 morts en plein cœur de Londres parce que les industries qui étaient en plein cœur, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Londres, vous avez le Tate Modern, c'est en plein cœur de Londres. Donc là, vous avez vraiment des industries en plein milieu de la ville qui émettent et qui tuent. Et ça a été le déclic en Europe. Ils se sont dit, l'industrie en plein milieu d'une ville, c'est pas possible. Tuer 4000 morts en plein cœur d'une capitale européenne, c'est pas possible. Et ça a été le déclic dans toute l'Europe. On s'est dit, mais attends, en fait, la pollution, ça tue. Et donc, ce qui s'est passé depuis, donc, il y a eu pas mal de choses, hein, des mesures, mais on va revenir. Et vous allez voir justement par rapport au niveau de dioxyde de soufre qu'on a, donc les historiques, l'impact que ça a pu avoir. Ça, c'est un autre exemple aussi à Moscou. Vous avez des feux de tourbières, je ne vais pas dire des feux de forêt, mais comme c'est pas des forêts. Et en fait, on se rend bien compte là de l'impact que ça peut aussi avoir sur la qualité de l'air. Donc vous avez des fumées qui sont partout dans la ville et qui asphyxient également. Et puis bah oui, à Paris, voilà, on essaye de voir la tour Eiffel au milieu de la pollution. Donc, ce qui s'est passé, on a quand même pas mal de recul. Donc depuis les années 50, déjà les industries par rapport au dioxyde de soufre, donc SO2, dioxyde de soufre, là on écrit recul des émissions industrielles. D'où ça vient? Deux facteurs pour ce qui est de la région Île-de-France. Facteur 1, les industries n'ont pas le droit d'émettre autant qu'elles n'avaient le droit de le faire.